Bonjour, nous allons dans cette vidéo corriger le devoir numéro 2 sur les variations et extrémum. Ce devoir était à faire sur la plateforme de l'ENT. Alors, dans le premier exercice, vous avez une fonction paire définie sur -8,8 et on vous donne une partie de sa représentation sur l'intervalle 0,8 et on vous demande de dresser le tableau de variation. Alors, la question est relativement simple quand on connaît son cours. Si une fonction est paire, on sait que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des y, ce qui permet au moins en brouillon, de tracer la courbe complète sur l'intervalle -8,8. Et là, il est facile de déduire les tableaux des variations. Donc elle sera d'abord décroissante de -8 jusqu'à -6, croissante de -6 jusqu'à -2, décroissante entre -2 et 0, croissante entre 0 et 2, décroissante entre 2 et 6 et croissante entre 6 et 8. Ce qui donne le tableau suivant. Alors, on a bien représenté sur la première ligne les différentes valeurs de x, -8, -6, on l'a dit, etc. Et avec les flèches qui correspondent. Je vous rappelle que aux extrémités des flèches se trouvent les images des nombres x correspondants. L'image de -8 est bien 0. L'image de -6 est bien -2. L'image de -2 est bien 2, etc. Voilà. Et cela répond donc au premier exercice. Dans le deuxième exercice, on vous donne une courbe et on vous demande tout simplement de dresser son tableau de variation. Donc là, rien de difficile, hein. La fonction est croissante entre -9 et -6 à peu près. Entre -6 et -2, elle est décroissante. Entre -2 et 3, elle est croissante, puis décroissante entre 3 et 4. Ce qui donne le tableau suivant. Voilà. Même chose que dans l'exercice précédent, on a reporté aux extrémités des flèches des images des valeurs de x correspondantes. Je vous laisse vérifier que c'est bien ce qu'il fallait écrire. Voilà pour l'exercice numéro 2. Exercice suivant, on vous demande de faire un certain nombre de choses sur une fonction qui est donnée ici, là, f de x égale 2x moins 10 au carré moins 16. Alors, en premier, on vous demande de calculer l'image de 0. Alors, c'est tout simplement f de 0 égale, donc ici, il suffit que je remplace x par 0. J'obtiens quoi? J'obtiens moins 10 au carré, moins 16. Donc, ça nous fait moins 10 au carré, moins 16. Moins 10 au carré, ça nous fait 100. 100 moins 16, ça nous fait donc 84. L'image de 5, même chose, je remplace x par 5 dans cette expression. J'obtiens alors 2 fois 5, 10, 10 moins 10 au carré, 10 moins 10 ça fait 0. Donc finalement c'est comme si j'avais 0 au carré, moins 16. Ce qui me donne immédiatement moins 16. L'image de ce 10, je remplace x par 10, f de 10. Voilà. Ça nous donne donc 2 fois 10, 20. 20 moins 10, 10. Mais 10 au carré, moins 16. 10 au carré, 100. 100 moins 16, 84. En fait, on retrouve le même résultat que pour f de 0. 84. Voilà. Ensuite, on vous demande de factoriser f de x. Alors, là, on doit utiliser une identité remarquable. Je vais la rappeler ici. A au carré moins b au carré égale a moins b facteur de a plus b. Alors, pour l'utiliser, il faut avoir reconnu que 16, c'est 4 carrés. Donc, on va commencer par écrire ici
f de x égale, alors, 2x moins 10 au carré, moins, donc le 16, je remplace par 4 au carré. De cette façon-là, ceci va correspondre au A de ma formule, et le 4 va correspondre au B de ma formule. Ce qui nous donne « 2x moins 10 moins 4 facteur de 2x moins 10 plus 4. On obtient donc 2x moins 14 facteur de 2x moins 10 plus 4 moins 6. Voilà. Alors, on peut aller plus loin dans cette factorisation. Vous voyez, on a 2x moins 14. On peut mettre 2 en facteur. On obtient donc alors 2 facteur de x moins 7. Et là, même chose. J'ai 2x moins 6, donc je peux mettre 2 en facteur. 2 facteur de x moins 3. Bon, même si je n'ai pas ici multiplié, là, j'ai bien à multiplier. J'ai bien 2 fois x moins 7 fois 2 fois x moins 3. La multiplication, et on dit qu'elle est commutative, c'est-à-dire que je peux intervertir les nombres dans les multiplications. Donc le 2, je peux le mettre devant la parenthèse, et j'obtiens à ce moment-là 4 facteur de x moins 7 facteur de x moins 3. Donc là, c'est vraiment la forme la plus factorisée qu'on peut obtenir et la plus simplifiée possible. D'accord? Donc j'écris la réponse ici, la réponse qu'on attendait. F de x égale 4 facteur de x moins 7 facteur de x moins 3. Ensuite, on vous demande de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc pour cela, on va utiliser la forme factorisée qui est là. D'accord? Donc on va écrire, alors je vais écrire ici, non, je sais pas, je vais écrire ici, je donnerai la réponse à la suite. Donc je vais écrire f de x égale 0 est équivalent à 4 facteur de x moins 7 facteur de x moins 3 égale 0. Alors, je peux diviser de chaque côté par 4, puisque c'est un nombre qui n'est pas nul, et j'obtiens x moins 7 facteur de x moins 3 égale 0. Là, je reconnais un produit de deux facteurs qui est nul, et donc je vais pouvoir écrire que ceci est équivalent à x moins 7 égale 0, ou x moins 3 égale 0. Donc on a immédiatement l'ensemble des solutions, S, qui est égal à, donc x moins 7 égale 0 nous donne la solution 7, et x moins 3 égale 0 nous donne la solution x égale 3. Voilà pour cette question. Ensuite, on vous demande de résoudre une inéquation. Une inéquation f de x supérieur ou égal à 0. On vous demande de donner le résultat sous forme d'un ensemble. Donc, ici, on va utiliser à nouveau la forme factorisée en disant que cette inéquation est équivalente à, est équivalente à 4 facteur de x moins 7 facteur de
x moins 3 supérieur ou égal à 0. Là, ce produit de facteurs doit me faire penser aux techniques utilisant les tableaux de signes. Je vais effectivement résoudre cette inéquation grâce à un tableau de signes en étudiant le signe de chacun des facteurs. Alors, 4 est un nombre positif, donc je n'ai pas vraiment besoin, l'étude de ce signe est faite, c'est un nombre positif. Par contre, x-7 et x-3 sont des nombres dont le signe peut varier, donc je vais les mettre dans mon tableau de signes. Alors, ce tableau de signes, le voici à moitié rempli, hein, donc on retrouve une ligne correspondant aux valeurs de x, une ligne correspondant au signe de x-3, une autre pour le signe de x-7 et une autre pour le signe de 4, x-3, x-7. Alors, quelles sont les valeurs qui vont intervenir dans ce tableau? x-3 est une fonction affine qui va s'annuler pour la valeur 3. x-7 va s'annuler pour la valeur 7. Donc dans mon tableau, je vais écrire la valeur 3 et 7. Je vais ensuite remplir le signe de la première ligne pour le signe de x-3. x-3 est une fonction affine. Le nombre devant x étant positif, cette fonction elle est croissante, donc elle sera d'abord négative, puis elle s'annulera pour la valeur 3, elle sera ensuite positive. Alors, je peux essayer de tracer des traits pour délimiter mes domaines. Voici. Alors, pour x-7, c'est la même chose, hein, fonction croissante qui sera d'abord négative jusqu'à la valeur jusqu'à la valeur 7, pardon. Puis s'annulera pour x égale 7 et elle sera ensuite positive. Le produit de x-3 et de x-7 entre moins 8 et 3, puisque ce sera le produit de nombres négatifs, le produit sera positif. Puis ici négative, puis positive. Pour 3, cette expression s'annule, ainsi que pour 7. Et voici le tableau de signes de 4, x-3, facteur de x-7. Alors, moi on me demande pour quelle valeur cette expression est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire en fait positive ou nulle. Dans mon tableau, dernière ligne, je vois que le signe est positif ou nul quand x est entre moins l'infini et 3, ici là, vous voyez, ou bien quand x est entre 7 et plus l'infini. Donc, l'ensemble des solutions va s'écrire S égale, crochet ouvert, moins l'infini, jusqu'à la valeur 3. À cette valeur 3, elle est comprise dans mes solutions, puisque je cherche à ce que l'expression soit positive ou nulle. Donc x égale 3 qui annule l'expression est bien une solution. Union, même chose pour 7 qui fait partie de nos solutions, jusqu'à plus l'infini. Voilà, pour la question 6. On vous demande ensuite de résoudre l'équation f de x égale moins 16. Alors, f de x égale moins 16, on ne va pas prendre cette fois l'expression factorisée, on va plutôt prendre l'expression qui est là, puisqu'on voit le moins 16 qui est là, on se dit que ça va être intéressant pour simplifier l'équation. Donc, quand je vais faire ici f de x égale moins 16, ceci sera équivalent à 2x moins 10 au carré moins 16 égale moins 16. Ce qui équivaut à, en ajoutant 16 de chaque côté, j'obtiens immédiatement 2x moins 10 au carré égale 0. Là, j'ai un produit de deux facteurs, puisque j'ai 2x moins 10 au carré qui équivaut à 2x moins 10 fois 2x moins 10. Ce produit facteur est nul si l'un des facteurs est nul, mais comme de toute façon c'est le même facteur, finalement, ceci est équivalent à simplement dire que
2x moins 10 égale 0, ce qui équivaut à 2x égale 10, ou encore x égale 10 divisé par 2, donc x égale 5. Donc finalement, l'ensemble des solutions S, c'est entre accolades la valeur 5. On vous demande ensuite de résoudre l'inéquation f de x supérieure ou égale à moins 16. Donc ce moins 16 nous incite à nouveau à prendre la même expression. Cette fois, f de x supérieur ou égal à moins 16 sera donc équivalent à 2x moins 10 au carré moins 16 supérieur ou égal à moins 16. En ajoutant 16 à chaque membre, j'obtiens immédiatement 2x moins 10 au carré supérieur ou égal à 0. Alors, là, je ne vais pas aller plus loin, puisque je peux répondre à la question qui est posée. En effet, j'ai à gauche un nombre au carré, donc c'est un nombre qui est toujours positif ou nul. Et on me demande pour quelle valeur de x ce nombre est-il positif ou nul. Je viens d'y répondre, c'est pour toute valeur de x. Donc l'ensemble des solutions, S, c'est tout simplement R tout entier, moins l'infini jusqu'à plus infini. Ensuite, on vous demande de déterminer le minimum de la fonction f sur R. Alors, si on observe l'expression f de x égale 2x moins 10 au carré moins 16. Qu'est-ce qu'on observe? On observe, et on l'a montré d'ailleurs jusqu'ici, on observe que f de x est toujours supérieur ou égal à moins 16. Puisque, en fait, voilà, ça a été montré juste ici, ce nombre-là, on peut dire qu'il est supérieur ou égal à moins 16. Mais, par ailleurs, je sais que la valeur pour, on l'avait calculé d'ailleurs un petit peu dessus, pour 5, f de 5, c'est moins 16. C'était calculé ici, là. Vous voyez, là. Bien. Eh bien, ces deux expressions me permettent de dire que le minimum de la fonction, c'est moins 16. En effet, cette valeur est atteinte pour la valeur 5 et pour tous les autres x, f de x est toujours plus grand que moins 16. Donc moins 16 est bien le minimum. Donc en fait, tout simplement ici, on attend que vous écriviez moins 16. Pour quelle valeur de x ce minimum est-il atteint? On vient de y répondre, c'est pour la valeur x égale 5. Voilà. On va passer à présent à l'exercice numéro 15. Vous aviez donc dans cet exercice un moulin qui produit de la farine et on vous dit chaque tonne de farine est vendue 200 €. On note X, le nombre de tonnes produites. Exprimez la recette R de X en euros en fonction de X. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Si une tonne de farine est vendue 200 €, eh bien 2 tonnes de farine seront vendues 2 fois 200 €, 3 tonnes seront vendues 3 fois 300 €, et donc X tonnes seront vendues X fois 200 €. Donc la recette correspondant à cette entreprise est donc 200 fois X
x fois 200, c'est la même chose, hein. R de x égale 200x. C'est-à-dire que, vous voyez là, c'est bien en fonction de x. Quand je veux remplacer x par une valeur, j'obtiendrai la recette correspondant à la valeur de x. C'est ce qu'on appelle exprimer une recette en fonction de x. À présent, on vous dit que le coût est donné par une expression suivante. Voici. On a représenté les courbes R et C. Alors, quelle est la courbe de R? Quelle est la courbe de C? Bien, c'est pas compliqué à répondre quand on connaît son cours. En effet, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? R de x égale 200x. On reconnaît une fonction affine. Donc on sait que sa représentation graphique est une droite. Donc il n'y a pas de doute, la courbe en vert représente la recette. Et la courbe en rouge représentera le coût. On peut donc répondre à la première question. On vous demandait de cocher la bonne réponse. On a tracé R en rouge et C en vert, ou bien on a tracé R en vert et C en rouge. Donc la bonne réponse, c'est la deuxième. Voilà. Oh, on va cocher pour dire que c'est la bonne réponse. Le bénéfice est la différence entre la recette et le coût de production. On vous demande de déterminer graphiquiquement le nombre minimum de tonnes à produire pour que le bénéfice soit positif. Alors, le bénéfice égale, on va mettre ici, hein, on peut ici pour l'avoir en tête, bénéfice B égale, on a dit, donc recette moins coût. Voilà. Donc, si on veut un bénéfice qui soit positif, il faut que la recette soit plus grande que le coût, de façon à ce que la différence entre recette et coût soit positive. Okay. C'est-à-dire quoi sur le graphique? Que la recette est plus grande que le coût. Ça veut dire que la courbe en verte est au-dessus de la courbe en rouge. Donc ici, on voit que entre 0 et 10, la courbe rouge, c'est-à-dire le coût, est supérieur à la recette, et ce n'est qu'à partir de 10 que la recette devient égale ou supérieure au coût. Donc la réponse qu'on attend ici, c'est 10. Ensuite, déterminer le nombre maximal pour que le bénéfice soit positif. Là, on voit qu'au-delà de 50, la courbe en vert repasse en dessous de la courbe en rouge qui correspond au coût. C'est-à-dire que les bénéfices deviennent inférieurs au coût. Donc, la valeur maximale pour que le bénéfice reste positif, c'est donc 50. Donc, on écrit ici 50. Déterminer graphiquement le nombre de tonnes à produire pour que le bénéfice soit maximal. Alors, c'est toujours avec le graphique qu'on va faire ça. Quand est-ce que le bénéfice est maximal? C'est quand l'écart entre la recette et le coût, tout en étant positif, est le plus grand possible. C'est-à-dire que sur le graphique, c'est quand l'écart entre les deux courbes, c'est la valeur de x pour laquelle l'écart est le plus grand possible. On voit par exemple ici, il y a égalité, puis vous voyez que les courbes s'écartent peu à peu. En fait, l'écart entre les deux correspond au bénéfice. Alors, approximativement, on a l'impression que c'est pour la valeur 30 pour lequel l'écart est le plus important. Donc c'est pour la valeur 30 que le bénéfice sera maximum. C'est effectivement la réponse qu'il fallait donner dans l'exercice 30. Calculer alors le montant de ce bénéfice. Alors, pour calculer le montant du bénéfice, il va falloir calculer la recette, le coût et soustraire les deux. Donc ça va nous donner un calcul, puisqu'en fait on a des formules pour chacun de tout ça. On va calculer donc la recette qui correspond à, on a dit, 30, moins le coût qui correspond à 30. Alors, R de 30, c'est là-haut. R de x égale 200x. Donc, R de 30, ce sera 200 fois 30. Donc, j'écris ici 200 fois 30.
le coût est donné par la formule qui est là. Donc c'est de 30, il faut que je remplace x par 30 dans cette formule-là. Attention à mettre des parenthèses, sinon je risque de faire une erreur à cause du moins devant le c de x. Donc j'obtiens 2 fois 30 au carré. Non, cette parenthèse-là n'a pas lieu d'être. Plus 80 fois 30. Plus 1000. Voilà. Je prends ma calculatrice et j'obtiens la valeur 800. Donc, le montant maximal de bénéfice est donc 800. En fait, ça correspond à l'écart. Hein. L'écart entre ces deux valeurs-là, c'est 800. On vous demande ensuite de construire le tableau de variation de la fonction du bénéfice. Alors, sur l'intervalle 0,30, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que le bénéfice, c'est donc la différence entre la recette et le coût. Ce bénéfice va être maximal pour la valeur 30. Donc, il va être croissant de 0 jusqu'à 30, puis décroissant de 30 jusqu'à 60. D'ailleurs, pour la valeur 0, ce coût sera même négatif. Ce bénéfice, pardon, sera même négatif. En effet, la recette pour 0, que vaut la recette? La recette vaut 0, puisque la courbe en vert passe par l'origine. Et le coût vaut 1000. Donc 0 moins 1000, on obtient moins 1000. Le bénéfice pour 0, c'est moins 1000. De la même façon, le bénéfice pour 60, c'est le même phénomène, hein, c'est également moins 1000. Donc, on obtient le tableau suivant. Donc, un bénéfice est croissant de 0 jusqu'à 30, puis décroissant de 30 jusqu'à 60. La valeur maximale pour 30, on l'avait déjà calculé, c'est 800. Et les valeurs pour 0 et 60, je viens de vous montrer qu'elles étaient égales à moins 1000 respectivement. Alors, on peut regarder le graphique, mais le mieux c'est de faire le calcul, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, passons au dernier exercice. Alors c'est à peu près le même type d'exercice. Hein. Vous avez à nouveau une fonction coût et une fonction recette. Ok. Alors, on vous demande de déterminer graphiquement le nombre minimum de tonnes de chocolat qu'il faut produire et vendre pour que le bénéfice soit positif. Donc on a déjà répondu à une question similaire dans l'exercice précédent. Il faut évidemment que les recettes soient supérieures au coût. Et donc le nombre minimum de tonnes, c'est, on le voit à peu près, ça a l'air de correspondre à 20. Donc ici on va mettre 20. De la même façon, on voit que au-delà de la valeur 50, les coûts deviennent trop importants par rapport aux recettes. Donc 50 correspond au nombre maximum de tonnes pour que le bénéfice reste positif. Bien. On admet ensuite que le bénéfice est donné par la formule suivante. Okay. En utilisant le graphique, remarquant que B de x est supérieur ou égal à B de 35, construire le tableau de variation du bénéfice sur l'intervalle 0,60. Alors, ça, c'est une question qui ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Alors, observez le graphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, remarquez qu'en fait, ici, on avait au départ, en 0, le coût est supérieur à la recette et l'écart est maximum. Puis l'écart diminue. Donc le bénéfice, lui, va augmenter puisque le bénéfice qui sera égal au départ à moins 1000 va progressivement arriver jusqu'à la valeur 0. Puis ce bénéfice va continuer
à augmenter jusqu'à une valeur maximale dont on va parler tout à l'heure, qui correspond à l'écart maximum entre les deux courbes. Puis l'écart entre les deux courbes va à nouveau diminuer. À ce moment-là, le bénéfice va se remettre à décroître jusqu'à avoir une valeur nulle ici, puis jusqu'à même avoir une valeur négative jusqu'à la valeur 60. Donc au brouillon, on peut commencer à tracer un tableau qui va ressembler à celui-ci. C'est-à-dire qu'on va avoir nos valeurs 0, 60. On a donc dit que le bénéfice était croissant, puis décroissant. Alors pour quelle valeur est-ce qu'il y a maximum? Eh bien, c'est grâce à ce qui est écrit là qu'on va pouvoir le dire. En effet, regardez, ici, là, alors, examinons un petit peu cette expression. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans cette expression, ce bénéfice, c'est donc 225 moins un nombre au carré. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Je peux dire que 225 est le maximum de la courbe, de la fonction. En effet, le bénéfice est toujours un nombre 225 auquel on a soustrait un nombre qui est positif. Donc ce nombre-là sera toujours, de toute façon, inférieur ou égal à 225. Et c'est justement pour la valeur 35 qu'on a le maximum. C'est-à-dire qu'on peut affirmer qu'en fait, B de x, le bénéfice, est toujours supérieur à 225, qui est la valeur B de 35. Donc ici, en fait, le maximum, il est atteint pour la valeur 35. La valeur, lorsque je vais faire x égale 35, dans cette expression, elle est claire. Ici, c'est 225. Il nous reste ensuite à calculer les valeurs du bénéfice pour 0. Donc en faisant 0 moins 35 au carré, 225, etc., on arrive ici à moins 1000. Et même chose pour 60, quand je remplace x par 60 dans cette expression en prenant ma calculatrice, j'arrive à moins 400. Voilà la fin de l'exercice.